Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% de saison, puisqu'il sera plein de fraîcheur avec la critique de The Cave, avec le retour d'Anne qui viendra faire picota, et surtout pico, et puis Julien Pirou qui nous entraînera dans les turpitudes de ces nuits agitées avec Nightshade. Mais tout ça, ce sera après les news. Et ouais. Une mini-news pour confirmer la sortie prochaine de Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate sur 3DS. Édité par Konami, c'est finalement Nintendo qui se chargera d'assurer la promo et de distribuer le jeu en Europe. Cela avait déjà été le cas pour d'autres exclusivités développées par des éditeurs tiers, comme Super Street Fighter 4 3D Edition ou Resident Evil Revelations. Tout ça pour dire que le jeu sortira sur 3DS le 8 mars prochain. Pour rappel, ce jeu 3D au gameplay 2D proposera de contrôler 3 personnages, Alucard ainsi que Trevor et Simon Belmont. Espérons que cette sortie tardive ait permis aux développeurs Mercury Steam de peaufiner leur moteur, car les versions présentées lors de l'E3 dernier ou encore sur Japan Expo n'étaient pas des plus fluides. Waouh, quelle journée! Alors que la guerre est officiellement déclarée entre Disney et Activision depuis l'annonce de Disney Infinity, le prochain concurrent direct à Skylanders, l'éditeur de Call of, a récemment annoncé la disponibilité prochaine de 2 nouveaux personnages pour Skylanders Giants. Alors bien sûr, on vous parle de DLC physique. En gros, vous pourrez acquérir dès le 20 février pour environ 18 €, une somme plus que conséquente, l'une ou l'autre des 2 figurines de 2 nouveaux géants, Eyebrawl et Thumbback. Des figurines qui, une fois posées sur le socle, accompagnant votre version du jeu, se matérialisent in-game afin de pouvoir être contrôlés et améliorés. Pour en savoir plus sur Skylanders Giants, on vous invite à aller voir sa critique sur No Life Online. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur son futur concurrent, on vous annonce la diffusion prochaine d'une interview consacrée à Disney Infinity. Pour l'anecdote, l'un des pontes d'Activision s'est dit flatté par l'annonce de Disney Infinity, basée sur le concept liant jouets et jeux vidéo popularisé par Skylanders. Quant à Disney, sa campagne promotionnelle s'annonce ultra agressive. À titre d'exemple, si vous tapez Skylanders dans YouTube, la première vidéo à apparaître est celle de Disney Infinity. Mauvaise idée. The Dark Elves were born during a night filled with betrayal. Might and Magic Heroes 6 est sorti en octobre 2011 et racontait les événements qui s'étaient déroulés 5 siècles avant le 5e épisode de la série. Sa nouvelle extension Shades of Darkness est prévue pour le 28 février 2013. 2 campagnes seront proposées dans ce titre qui vous permettra de vivre la destinée des elfes noirs. Ceux-ci cherchent à s'allier aux sans-visage et aux dragons noirs. L'autre scénario s'intéressera aux nécromanciens aux dessins encore plus sombres. Ceux qui précommanderont le jeu auront accès en exclusivité à un nouveau héros, Belket le nécromancien et plusieurs autres armes et objets. Fraîcheur encore avec la critique de The Cave sur PC, un jeu dans lequel vous dirigerez une équipe de personnages délirants qui vont explorer une grotte censée matérialiser les désirs cachés. Alors venez avec nous, marchons dans la grotte, puisqu'il paraît que ça porte bonheur. À la fin des années 80, le jeu d'aventure sur ordinateur avait connu une petite révolution avec la sortie de Maniac Mansion. C'était le premier jeu dit point and click où l'on passait du jeu d'aventure en mode texte au jeu avec des graphismes. Parmi les 3 développeurs du soft chez LucasArts, Ron Gilbert s'est imposé comme un visionnaire du genre, avec des titres comme Zack McCracken, Monkey Island ou Day of the Tentacle. Après une longue période dans le jeu d'aventure pour enfants, ce créateur est revenu au jeu plus traditionnel avec Death Pank en 2010. Il a ensuite rejoint un autre ancien de LucasArts, Tim Schafer, lui aussi une légende du jeu d'aventure, avec des titres comme Grim Fandango, Full Throttle ou Psychonauts. Ensemble, ils ont développé un nouveau jeu d'aventure orienté plateforme, The Cave. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. Obtaining the thing you desire most isn't always as hard as it's made out to be. But it will change you. And that, my friends, is what's hard. The Cave est une caverne parlante qui est douée de raison. La légende dit qu'elle peut exaucer les désirs les plus profonds de ceux qui y pénètrent. Few find what they are looking for. Et justement, le jeu commence alors que plusieurs personnages campent devant son entrée avant de tenter leur chance. This is about them. Comme à l'époque dans Maniac Mansion, il faut faire un choix au début de l'aventure. Le joueur va devoir choisir 3 personnages parmi les 7 disponibles pour entrer dans cette caverne. Chacun de ces personnages a une motivation très personnelle pour pénétrer dans la caverne, et chacun dispose d'une capacité spéciale qui aidera à résoudre les énigmes rencontrées.
Il y a le chevalier qui cherche l'épée la plus puissante, il peut se protéger de tout dégât et de toute chute mortelle. Le fermier cherche l'amour et il peut nager plus profondément. La voyageuse du temps veut régler un grave problème de son époque et peut se téléporter sur une courte distance. La scientifique cherche à réaliser une grande découverte et peut pirater les appareils électroniques. L'aventurière veut retrouver ses compagnons et dispose d'un grappin. Les jumeaux veulent tout simplement sortir jouer dehors et ils peuvent laisser une image rémanente derrière eux. Et le moine, enfin, voudrait devenir un grand maître, il peut agir sur des objets par télékinésie. La caverne, dans son infinie sagesse, proposera dans l'aventure des parties spécifiques à chaque personnage. Le joueur pourra y accéder en utilisant leurs capacités spéciales justement. Tous ces personnages ne diront pas un mot au cours de la partie. Le seul narrateur est la caverne elle-même, qui aura bien des choses à dire car elle sait lire dans le cœur des humains. Not sure how to break it to that adorable old hermit, but their boat only seats 3 people. Mais il sera aussi possible de trouver des peintures rupestres dédiées aux personnages qui dévoileront petit à petit aux joueurs leur historique et leur motivation. The Cave est un jeu d'aventure qui se présente comme un jeu de plateforme. Le joueur contrôle 3 personnages et peut passer de l'un à l'autre avec la croix directionnelle. Le principe rappelle un peu de Lost Vikings, mais l'aventure est ici beaucoup plus orientée sur des puzzles à résoudre. Il faut noter qu'il n'est pas possible de mourir dans The Cave, la caverne ayant le pouvoir de ressusciter les aventuriers. Like I said, there's no dying in the cave. La partie plateforme n'est pas un obstacle à la jouabilité dans le sens où il n'y aura aucun saut difficile à exécuter ni épreuve d'adresse. Il faudra surtout observer son environnement et réfléchir à comment avancer. Les personnages contrôlés par le joueur peuvent porter chacun un objet ou encore actionner un levier ou un bouton. Il est possible aussi de changer de personnage alors que l'on maintenait une action, que l'on appuyait sur un levier à ressort ou que l'on retenait un rocher. Toutes ces possibilités permettent d'avancer dans la caverne en accomplissant des puzzles parfois casse-tête, mais toujours logiques. Il est à noter que The Cave peut être joué en mode multijoueur, à 2 ou à 3, chacun contrôlant un personnage. Well, from stuck in a cave to marooned on an island stuck in a cave. Things aren't exactly looking up for our friends now, are they? No, they're not. The Cave est vraiment un titre original dans la production actuelle. Graphiquement, il est très joli pour un jeu d'aventure, avec de nombreux effets spéciaux et de somptueux décors, on n'en demandait pas tant. Il rencontre aussi malheureusement quelques problèmes de fluidité, avec souvent des saccades à l'affichage, surtout sur console. Heureusement, ce n'est pas handicapant. Le jeu est, comme on pouvait s'y attendre, bourré d'humour. On retrouve vraiment les émotions des jeux d'aventure de la belle époque. Il n'est pas forcément très long, mais il demandera d'être terminé plusieurs fois si l'on veut connaître les fins de chacun des personnages. Mais la plus grande satisfaction de The Cave, c'est que c'est un jeu où il faut vraiment réfléchir et qui fait réfléchir. Cela faisait trop longtemps que l'on n'avait pas eu un jeu comme ça, et ça fait du bien. Tout le plaisir vient des moments où vous avez réfléchi sur un puzzle pour enfin avoir la solution qui s'impose dans votre esprit. Surtout, n'y jouez pas avec une solution sous la main. Okay, I think they're just dying for fun now. Fraîcheur encore avec un nouvel épisode de Pico Pico. Aujourd'hui, Anne part à la rencontre du Famicom Band, un des plus anciens orchestres amateurs de musique de jeu du Japon. Vous vous rendez compte quand même, le Famicom Band, avec le froid qu'il fait, c'est quand même un exploit. Bah oui, attendez, faire de la musique avec les doigts et les oreilles gelées, c'est pas évident. Alors moi je dis, let's go Famicom Band, come on Anne! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Nous sommes toujours au Pico Pico Café à Kichijoji. Aujourd'hui, on va regarder une interview des créateurs du Famicom Band. Le Famicom Band, c'est un orchestre amateur qui joue des musiques de jeu, comme il y en a des dizaines en ce moment au Japon. Mais la particularité de celui-ci, c'est que c'est le pionnier. Et oui, c'est un orchestre qui a commencé il y a plus de 10 ans, avec des gens qui se sont dit à l'université, ouais, tiens, on va jouer des musiques de Mario. Depuis quelques années, on assiste à une augmentation impressionnante des concerts de musique de jeux vidéo, aussi bien officiels qu'amateurs.
Ainsi, le Famicom Band, un des plus anciens orchestres amateurs avec une quinzaine d'années au compteur, allie brass band, costume super cheap et bonne humeur dans un concert gratuit qui remplit une salle de 1500 personnes. 代表してます吉尾と申します。楽曲をまとめている、いわゆる音楽監督のウォーケームと言います。一平社員の佐藤です。Le projet est né dans la tête de 5 membres du club Brass Band, c'est-à-dire un orchestre de cuivre et de percussion. Ils avaient décidé de jouer des musiques du jeu Famicom, la NES japonaise, pour le festival de leur université. L'initiative fut bien accueillie et les membres continuèrent sur leur lancée en décidant de jouer hors de leur mur avec une vingtaine de personnes pour finir à une formation à 50 au fil des ans. 最初はやっぱりお客さんも全然少なくて、本当に来ていただいた11回目は1500弱ぐらい来ていただいたんですけど、6回目ぐらいまでは大抵100人から200人が関の山っていう、なんで結構身内も多くてですね、本当の意味で面白がってくれる人が実は少なかったんですよね。なんかちょっとやるとだけでも異常なほどウケるっていう、なんかそのゲームの格好をして演技することで受ける気持ちよさっていうのをなんか覚えてしまってでそれがどんどんこうエスカレーションした結果があれになりましたと。7回目ぐらいに、ファミ通に水品さんっていう著名な漫画家のいい電子に載せて書いていただいたので、たまたま来てもらって、でそれとかそれだけじゃないと思うんだけど、さまざまな宣伝効果でブレイクしましたと。どんどん年を取っていってるんだけど、やってることは、基本的にファミコン世代でありますから、ファミコンスーファミ世代か、30代ホイホイみたいな、一番分かりやすい例えで言うとおっさんホイホイっていうんですかね、おっさんおばさんホイホイですけれどもやってることはだから80年代90年代前半の16ビットのゲームをキャラ付きでやっています。だから変化はお客様がついてきたことですね。まず最近やってる我々のコンサートのスタイルは1面2面3面とあります。で1面は基本的に、あるメーカーをフィーチャーしたメドレーものをガンガンって、2面は当初の5人でコアとして、演奏で、フロントにキャラが走り回るという、そういう、チープな。で3面はちょっとクラシカルとかシンフォニックな感じの、ちょっと我々も黒い服を着て出てくるようなっていう、そういうステージ構成はある程度もう確立してるんで、そこは崩さずその中で曲を選んでいくっていう風にしてるんですが、その曲の決め方は、うちの、バンドのレベルというものもあって、向き不向きもあるんで、特にその3面のシンフォニックのやつはどうしても、FF ファイナルファンタジーを取り上げることが多くなってます。我々はあんまりコスプレって言い方はしなくて、キャラですね。ゲームのキャラはをこう割り振るんですね、大体。でその割り振りっていうのもこっちの私の独断でやってるんですけど前回から2回目の登場だったんですけども、1回目から水着を着ろ、それも1500人ぐらいの人の前で、それはもうすごいね、緊張しましたねあれはコナミレディ、コナミレディ、それは水着でないと、いやダメでしょあれ。別にねグラビアでもモデルでもないし、全然一般の、会社の人間がなかなかね恥ずかしくてよく降ってきたなって
Bien des années se sont écoulées depuis leur sortie de l'université, mais pourtant le projet tient la route. La grande majorité des membres de l'orchestre ont un travail et une vie de famille, mais continuent de préparer leurs concerts sur leur temps libre. Comme il n'est pas facile de coordonner 50 personnes aux emplois du temps différents, les représentations se suivent au rythme d'une fois tous les 2 ans en automne. まずどんどんアイデアが湧いてくるんで演奏時間を短くするのが一番大変毎回今回は3時間で切りましょうと言ってるにもかかわらず今回は4時間いっちゃいましたと。多分世のあらゆる音楽団体の中で、一番お客さんを笑ってもらって帰っていただけるっていうのはもう他にはないんじゃないかなとは思いますね。だから嘘かもしれないけども、感動したって言って帰ってくれるお客さんがいるっていうのがすごい誇りに思ってますね。Le Famicom Band fait figure de pionnier dans le domaine de concerts de jeux vidéo amateurs et de nombreux orchestres ont suivi leurs traces. Au Japon, on trouve ainsi des concerts pratiquement tous les mois. Ce phénomène est dû à plusieurs facteurs, comme la place très importante allouée aux activités extrascolaires dans le système éducatif japonais. Celui-ci permet d'accéder facilement à des instruments et des locaux adaptés à la musique notamment. やっぱり一番身近に接してる音楽というかですね、一番子供の時に聴いた音楽とかっていうのがソウルミュージックになると思うんですね。でそれがやっぱり当時の今のなんですかね、30とか35ぐらいの人にとってみると、もっと低い世代もそうかもしれないですけどね、やっぱゲームをやってる時に流れてくる音楽っていうのがやっぱり一番人間として聴いてる時間が長い音楽なのかなっていうのがあるんですよね。であとは誰かもう先駆者がいるから俺たちもやってみようっていうのは割ともう入りやすい世界になったから増えてるっていうのもあるかもしれないですね。ちょっとファミコンバンドはですね、メンバーがいっぱいいるってこともあってフランス遠征に行きたいんですがやっぱり行けませんので、今後ともですね今ニコニコ動画それとかYouTube とかですね、いろいろ動画とかが上がってますし、ものは試しなんでぜひとも一回ですねそのサイトを覗いていただければと。でいつの日かフランス公演ができればいいなと思ってますので応援よろしくお願いします。もしくはこちら在住の方は、我々と一緒に演奏するなり、またはキャラをやってみたい方は国籍問わず、ご応募いただければもういくらでも仲間になりたそうにこちらを見てください。お願いします。Et nous vous attendons à aller à notre concert prochaine. Et puis regardez notre site sur l'internet. Et merci. C'était l'interview du Famicom Band, donc un orchestre qui joue des musiques de jeux vidéo au Japon. J'ai eu la chance de pouvoir aller à leur dernier concert à Kawasaki, c'était à l'automne dernier, et c'était vraiment très très drôle, notamment avec tous les costumes, etc. C'est vraiment un concert où tout le monde crie et participe, mais ça reste très différent de Video Games Live par exemple, car là voilà, les entrées sont gratuites et c'est vraiment, tout le monde est là pour s'amuser et rigoler dans une ambiance bon enfant. Tout de suite, je voulais vous dire, donc on est toujours en direct du Pico Pico Café à Kichijoji et je vous en avais parlé la semaine dernière. Par exemple, il y a des livres pour apprendre à faire du pixel art comme ça. Alors c'est en japonais, il y a d'autres livres en anglais, mais voilà, si ça vous intéresse et que vous êtes au Japon, que vous êtes au Studio Ghibli par exemple, n'hésitez pas à venir au Pico Pico Café à Kichijoji. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines et à bientôt. L'ambiance se réchauffe quand Anne fait son show, on en transpirerait presque, hein. Mais comme c'est pas le moment de montrer le maquillage qui coule, suivons plutôt le professeur Pirou qui va nous entraîner à sa suite dans les ténèbres turpitudeuses de ces nuits sur Nightshade.
Le jeu d'aventure point and click est un genre principalement associé aux jeux sur ordinateur. Pourtant, c'est sur NES que sortira en 1992 l'un des meilleurs point and clicks de son époque, Nightshade. Nightshade est une création du studio australien Beam Software, très inspiré du gameplay et de l'humour de la saga Monkey Island de LucasArts. Sorti en 1992, Nightshade est donc un point and click utilisant un système de menu d'action proche de celui des jeux basés sur le système SCUM. Regarder, utiliser, ramasser, parler, etc. Lorsque le joueur veut effectuer une action, il doit d'abord sélectionner celle-ci parmi les icônes, puis déplacer le curseur sur l'objet ou le personnage avec lequel il souhaite interagir. Évidemment, la manette reste moins intuitive que la souris pour ce type de gameplay, mais Nightshade a la bonne idée de mettre le jeu en pause pendant que le joueur déplace le curseur à l'écran, rendant le tout bien plus gérable. Nightshade se démarque des autres jeux du genre par son univers inspiré des comics américains. On y incarne donc Nightshade, de son vrai nom Mark Gray, un justicier de la nuit en impair fedora et lunettes noires, dont le look rappelle des personnages comme le Spirit ou le Shadow. Le jeu se déroule à Metro City, une cité évoquant autant les films noirs des années 40 que l'univers de Tim Burton. Malgré les capacités graphiques limitées de la NES, les développeurs sont parvenus à bien retranscrire cette atmosphère nocturne et mystérieuse. Alors que commence l'aventure, les gangs de Metro City, autrefois tenus en respect par le protecteur attitré de la cité, le super-héros Vortex, ont été unis sous la bannière d'un seul et même seigneur du crime, le diabolique Sutekh, un gangster obsédé par l'Égypte antique et portant un masque du dieu égyptien Seth. Sutekh est parvenu à assassiner Vortex, laissant Metro City à sa merci. Mais heureusement, Nightshade décide de se dresser face aux vilains et mettre un terme à ses plans maléfiques. Oui, enfin le métier de justicier n'est pas aussi facile qu'il en a l'air. Dès les premières minutes de jeu, Nightshade est capturé et attaché à une chaise près de laquelle Sutekh a laissé une bombe. Échapper à cette mort quasi certaine sera donc le premier objectif du joueur. Il lui faudra ensuite s'échapper de la base de Sutekh, située dans les catacombes de la ville, puis il s'agira de traquer et mettre hors d'état de nuire les 4 lieutenants du vilain, Rat King, Lord Muck, Goliath et Ninja Mistress. Enfin, il devra se mesurer à Sutekh lui-même. Cela pourrait presque être le pitch d'un jeu sérieux, mais en dépit de son univers gothique, Nightshade prend le parti de l'humour. Dans la plus pure tradition du point and click, le justicier noctambule n'a de cesse de faire des commentaires sarcastiques ou humoristiques sur l'univers qui l'entoure, et les références à différents films, comics et jeux vidéo abondent. Le jeu possède 2 particularités de gameplay. La première est le système de popularité. Au début du jeu, les citoyens de Metro City ne font pas spécialement confiance à Nightshade et écorchent son nom à la première occasion. En aidant les habitants et en affrontant les sbires des gangs, la popularité de Nightshade augmente. Des lieux auparavant fermés et des personnages qui ne souhaitaient pas engager la conversation deviennent alors accessibles, permettant de progresser. L'autre spécificité de Nightshade est la présence de séquences de combat. Chaque type d'ennemi possède un pattern et des faiblesses qui lui sont propres et que le joueur devra découvrir pour espérer triompher. Malheureusement, ces combats sont loin d'être palpitants ni très jouables, et sont donc probablement le seul gros point faible du jeu. Il est possible de mourir dans Nightshade. Le joueur possède une barre de vie et 5 continus, mais les continus devront se mériter. À chaque fois que Nightshade perd tous ses points de vie, il se retrouve attaché à une machine infernale de Sutekh et envoyé à une mort certaine. Il s'agit en fait d'un puzzle. Si le joueur parvient à le résoudre, il peut continuer la partie. Sinon, c'est le game over. Les pièges de Sutekh deviennent de plus en plus difficiles à chaque nouvelle mort, et lorsque le joueur a épuisé toutes ses chances, il se retrouve confronté à une machine dont il n'est pas possible de s'échapper. Et oui, même les méchants d'opérette finissent par privilégier l'efficacité pour se débarrasser de leur némésis. Sorti tardivement sur NES, à une époque où les joueurs avaient pour la plupart migré sur console 16 bits, Nightshade n'a pas rencontré un très grand succès et reste assez peu connu. C'est dommage car il s'agit d'une des pépites de la console de Nintendo. Beam Software commença à travailler sur Nightshade 2 pour Super Nintendo, mais le projet n'aboutira pas. Ces bases serviront toutefois au jeu vidéo Shadowrun que Beam Software réalisera sur Super NES en 1993, et dans lequel on retrouve une ambiance proche du film noir et une interface point and click. Le créateur de Nightshade, Paul Kidd, n'en avait toutefois pas fini avec le jeu d'aventure humoristique, puisqu'il participera par la suite à la série de jeux vidéo Discworld, basée sur les romans de Terry Pratchett.
Bon, j'espère que ce 120% n'aura pas jeté un froid. Sinon, vous préparez un petit thé vert bien chaud, un petit chocolat avec des guimauves à tremper dedans, c'est délicieux. Hein. Puis vous couvrez, si vous pouvez vous glisser sous la couette. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt avec des bisous caliente. Caliente. Si.